Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Alors, encore une fois, cette semaine, en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, beaucoup de courage pour être présente à l'émission cette semaine, hein? Comme les gens doivent deviner, grippé et... Donc, tu es une des premières à avoir la grippe dans la MRC cette saison. C'est ça. On aurait pu parler des vaccins aujourd'hui, mais bon, c'est... Mais un beau sujet, par contre. Oui, ça fait jaser. Là, il paraît qu'il va y avoir des petites difficultés là, avec la sollicitation à ce que les gens aillent se vacciner dû à l'échec là, en ce qui concerne la formule qui avait été prescrite l'année dernière. Là. Effectivement. Donc, je pense que ça serait un bon sujet à aborder. Mais tout autre dossier aujourd'hui, on parle de l'humour provocateur avec un fait qui s'est passé il y a à peu près un mois dans l'actualité. Alors, je te laisse pour y aller pour la mise en contexte. Alors, le petit Jérémy, donc, c'est un enfant handicapé, mais maintenant, il a 18 ans. Jérémy Gabriel, qui poursuit l'humoriste Mike Ward pour l'avoir ridiculisé dans son show. Donc, Jérémy, il souffre en fait du syndrome de Treacher-Collins. C'est une maladie génétique qui cause principalement des déformations du crâne et du visage. Et donc, il y a une plainte qui a été déposée à la Commission des droits de la personne pour 80 000 $ au nom de la famille de Jérémy. Parce que c'est pas Jérémy lui-même, c'est un ami de la famille qui aurait fait la plainte. OK. Et je te laisse poursuivre. Ward fait référence naturellement au handicap particulier de Jérémy, se moque de ses prestations devant le pape et Céline Dion, se surprend du fait qu'il n'est pas encore mort, qu'il ne crève pas, qu'il n'est pas tuable. Ward dit qu'il a essayé de le noyer, j'imagine, au glissade d'eau, mais qu'il est pas tuable. On parle quand même... Et j'ai enlevé tous les sacs qui entouraient. Oui? Donc, il y a eu un filtre en plus. Ah, mon Dieu, oui, c'était pas racontable à la télévision, ce qu'il a dit. Que sa maladie, c'est d'être laite. Puis Ward a fait des marionnettes avec son visage sur son site web. Alors, on affirme que le petit Jérémy s'est contredit à l'émission La Victoire de l'amour, un an plus tôt, en affirmant qu'il n'a pas été ridiculisé sur son syndrome, mais plutôt sur sa foi religieuse. Et on doit le dire, lorsque c'est sorti dans les médias, ça avait fait la une et ça a été vraiment une véritable vague là, de tant des gens qui étaient du côté du petit Jérémy pour pouvoir le défendre et aussi plusieurs artistes connus au niveau du Québec qui sont sortis sur la place publique pour essayer aussi de défendre, ou pas essayer, carrément défendre la position humoristique de l'humoriste Mike Ward. Effectivement, j'ai rarement vu un sujet autant diviser les gens. Et honnêtement, je pensais que les gens auraient pris beaucoup la défense du petit Jérémy et c'était 50-50. Ah, oui. C'était très, très partagé. Mais comme je le disais, j'ai pris la peine d'aller voir le fameux vidéo. Oui. C'est dur à regarder. Bon, à ce point-là. Je connais Mike Ward, OK, c'est de l'humour noir, provocateur, il sac beaucoup. Mais ce qu'il disait, c'est vraiment ça, qu'il avait essayé de le noyer et tous les sacs qui s'entourent. Coudon, il n'est pas mort encore, il n'est pas tuable, et qui disait qu'il était laid, etc. Donc, oui, c'est effectivement assez dur à regarder. Là. Et je crois qu'au niveau de la participation sur le web, des gens qui nous suivent, ça a amené beaucoup de commentaires. Ça a été une émission auquel les gens ont vraiment participé en grand nombre, c'est bien ça? Oui, parce qu'en fait, moi, je prends les commentaires Facebook, je les mets dans Word pour mieux travailler l'émission. J'avais 19 pages Word de commentaires. Donc, sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, effectivement. D'où l'objectif d'aujourd'hui de faire une émission sur pour ou contre l'humour provocateur. Oui. Et on débute avec les arguments pour. Oui. Donc, je débute. Oui. Difficile d'établir des barèmes de ce qui est acceptable ou pas. Donc, ça serait effectivement, et justement, la Cour qui va avoir à débattre de cette cause-là, c'est pas évident parce que la ligne est où? À quel moment ça devient de la méchanceté pure ou de l'humour plus provocateur, comme on le disait. Et si, disons que dans un sens ou dans l'autre, si on dit, OK, Mike Ward était trop loin, donc ça va créer un précédent pour les autres humoristes. Et à l'inverse, si on laisse aller ça, est-ce qu'il va avoir, est-ce que ça va dégénérer? Les humoristes vont dire, bon, si ça a passé, ça va passer aussi. C'est ça qui est délicat dans le dossier. Là, la ligne, on la met où? Là?
qu'est-ce qu'on doit censurer et jusqu'à quel point on peut aller loin dans nos commentaires lorsqu'on fait de l'humour. Et on le sait, au Québec, on a quand même plusieurs tribunes là, qui vont dans ce sens-là, où on peut, disons, que ce soit au niveau des humoristes, que ce soit au niveau des émissions de télévision. On a même eu une époque là, où c'était un peu plus salé, là, ce qu'on pouvait soit entendre à la radio ou voir à la télévision. Rapidement, là, je pense à l'émission Piment Fort. Oui. À l'époque, et Piment Fort revient en 2016, Piment Fort 2.0. Puis j'écoutais une émission de télé cette semaine, je ne la nommerai pas, à l'intérieur de laquelle on remettait en question est-ce qu'on va pouvoir refaire une émission semblable au Piment Fort qu'on voyait avant, aujourd'hui, avec l'arrivée des différents commentaires du web qui viennent s'ajouter aux commentaires qu'on pouvait avoir sur l'émission en tant que telle. Effectivement. Et même à l'époque, RBO, j'écoutais ça quand j'étais jeune, j'ai acheté le coffret, je l'ai réécouté plus tard et je me dis, mon Dieu, il allait loin. Oui, ou les bleus poudres et tout ça. Oui, il allait loin. Disons que c'est... et aujourd'hui, on dirait que ça prend comme plus d'ampleur, étant donné qu'il y a plus de plateformes sur lesquelles cette information-là ou cet humour-là est partagé. Avec ça va être repris partout. Là. Exactement. Là. Disons qu'aujourd'hui, ça peut faire rapidement le tour de la planète comparativement auparavant et atteindre un maximum de gens. Là. Donc, on y va avec peut-être un premier commentaire. Oui, donc les parents ont une responsabilité. C'est SD qui nous dit quand ses parents l'ont mis à l'écran, ils devaient savoir qu'il pourrait y avoir des effets négatifs aussi et auraient dû l'évaluer. Ça a beaucoup ressorti dans les commentaires que pourquoi ses parents l'ont exposé de cette façon-là. Ils savaient qu'il y avait un handicap, que c'était une cible facile, etc. Mais avant de condamner les parents, moi je pense que les parents là-dedans ont peut-être juste voulu que leur garçon réalise un rêve. Lorsqu'on a des enfants, on veut le meilleur pour eux. Puis leur enfant prenait des cours de chant, puis il y avait une belle opportunité. Je ne connais pas ses parents, mais avant de les condamner, de penser qu'ils sont irresponsables d'avoir mis leur enfant sur la scène publique, moi je pense qu'il faut penser aussi en tant que parent, tu as envie que ton enfant vive des belles choses et quand tu ne vis pas dans ce milieu-là non plus, tu es loin de penser que ça peut dégénérer comme ça. Là. On ne parle pas de... disons que la colonie artistique, les chanteurs, les comédiens, ce n'est pas acceptable, mais ils s'attendent un peu à être ridiculisés parfois. Tandis qu'un enfant qui est projeté sur la scène publique comme ça, là, il n'y a aucun outil. Là. En termes de préparation là, à accueillir ce genre de commentaires-là, on doit le dire au niveau des personnes qui sont carrément dans le domaine. Des fois, ils sont un peu plus préparés à recevoir de la critique négative et de la critique positive, et habituellement, l'un ne va pas sans l'autre. Mais même pour ces gens-là, parfois, la critique peut être difficile. On le sait, quel est le plus grand succès mondial qu'on a pu voir au niveau musical, c'est bien Céline Dion, et comment on a pu la ridiculiser de part et d'autre. Même son mari, René Angélil, parfois, là, ça dépassait. Mais c'est parfois même lui là, qui ben oui, ça a beau être un politicien, une chanteuse, Céline Dion, ils vont être affectés par la critique. Pour moi, c'est jamais... il y a certaines satires qui peuvent être drôles, des sketchs qui peuvent être drôles, les bye-bye, tout ça. Mais des fois, ça va trop loin. Puis ces gens-là, c'est des êtres humains. Ils ont beau être une vedette, à un moment donné, rire de quelqu'un, c'est rire de quelqu'un. À un moment donné, ça fait mal. On a beau vouloir soit préparer la personne ou être préparé soi-même à accueillir l'ensemble des commentaires ou se dire tout simplement, je n'irai pas lire ces commentaires-là. Des fois, c'est plus fort que nous et à ce moment-là, on a toute une sensibilité. Puis qui peut se vanter d'avoir une carapace assez épaisse pour passer à travers de ça, comme un peu l'expression comme sur le dos d'un canard. Là. Exactement. J'y vais avec un deuxième commentaire. Oui. Coup de pub et d'argent. Encore une fois, un commentaire de SD. C'est une blague qui date de 2010. Il aurait pu poursuivre avant. Pourquoi maintenant, alors qu'il va sortir un disque? C'est sûr que le timing fait que les gens se posent des questions et je comprends. Parce que ça s'est déjà vu. Que quelqu'un va sortir un film, un disque et s'arrange pour qu'on parle de lui dans les médias. Ça s'est déjà vu. Donc, je comprends que les gens sont craintifs. Est-ce que c'est ça dans ce cas-là? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas ni Jérémy, sa famille. Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère vraiment que non, parce que ça serait vraiment dommage.
Et je ne peux faire autrement que penser à... C'était hier soir le lancement du disque de l'animateur de télévision Denis Lévesque. Oui. Une personne qu'on est habitué de voir au niveau de l'animation de la tribune publique, du talk show. Et puis, on ne s'aurait pas attendu à ce que cette personne-là, malgré que lorsqu'on l'entend, on voit qu'il a une voix radiophonique, le monsieur, mais qu'il devienne chanteur, et puis qu'il lance son premier album, on ne pouvait peut-être pas s'attendre nécessairement à ce qu'il fasse ce saut-là, que sa carrière aille dans ce sens-là. Mais je crois qu'à prime abord, M. Lévesque doit peut-être déjà se préparer et, de par son expérience personnelle, être prêt à recevoir, oui, une critique positive, mais on n'a pas le choix, il faut se préparer. C'est impossible que tout le monde nous aime, hein? C'est un peu comme aller en politique. On se met à l'avant-scène et on doit être prêt à recevoir le popcorn. Et surtout, si tu es, par exemple, un animateur qui te lance comme chanteur, la pression est encore plus grande parce que tu as certains chanteurs qui vont te prendre pour un imposteur. Tu as aussi des humoristes qui deviennent comédiens. Puis il paraît qu'il y a des comédiens certains qui voient ça du mauvais œil, qui vont les juger. Et reste donc humoriste, t'es pas comédien. C'est pas un milieu facile, là. Et d'autant plus que ce que j'ai pu ressentir de la part de monsieur Lévesque, c'est qu'il semblait être une personne très sensible et il livrait un peu à l'intérieur de l'album qu'il lançait hier des tranches de sa vie personnelle et même ouvrir son cœur un peu au public. Et à partir de ce moment-là, ça prend un certain courage. Et souvent, les gens, malheureusement, vont toujours avoir quelqu'un pour te rentrer dedans là, lorsque tu as le malheur d'un peu trop ouvrir ton cœur et être sensible à la Effectivement, c'est dommage. Oui, on a vu aussi dans l'actualité encore un autre fait. Je ne sais pas si tu as vu avec ce qui est arrivé au niveau des accusations de la Sûreté du Québec et la ministre de la Justice qui pleurait à la télévision lorsqu'elle échangeait. Et puis, on lui a rentré dedans, puis pas à peu près, en disant qu'elle n'avait pas de colonne vertébrale et tout ça. Là. C'est quelque chose, qu'elle était trop sensible, en fin de compte, qu'elle n'était pas assez solide pour faire face. Alors qu'on devrait saluer les gens qui osent qui sont tout sourire, simplement humains. qui sont eux-mêmes. Pleurer et rire, c'est deux émotions qu'il ne faut pas avoir honte. Hein. Quand les émotions montent, il faut laisser sortir. Donc, je te laisse l'autre commentaire. Excusez-moi pour la parenthèse. Non, mais c'est intéressant. Et ça pourrait faire un sujet intéressant d'émission aussi. Oui, d'accord. Donc, fait partie du métier, il faut se faire une carapace. On parlait tantôt de carapace. SD, c'est, moi, je l'appelle mon placoteur. Puis je trouve ça bien drôle parce que, donc, j'avais peur, je disais SD, la même personne. Je me disais des fois que c'était simplement les initiales semblables. C'est toujours le même, d'accord. Il aime ça intervenir, puis je trouve ça le fun. Donc, SD, quand une personne se présente publiquement, que l'on pense aux politiciens ou autres, ils savent au départ qu'ils peuvent être critiqués ou ridiculisés et doivent être capables de faire face à la situation. Donc, oui, c'est sûr, jusqu'à un certain point, lorsque tu te lances en politique, par exemple, tu sais que tu vas recevoir des critiques. Parfois, les partis d'opposition vont s'acharner sur toi, etc. Mais c'est pas plus correct. Je veux dire, les gens n'ont pas plus le droit de rire de toi. C'est juste qu'ils ont quand même plus d'outils parce que si, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'estime de toi, c'est sûr que c'est pas un métier que je te suggérais parce que... Très bien dit. Tu sais, t'es à l'avant-plan, t'es une cible facile. Et ne surtout pas sous-estimer cette partie-là de la conséquence d'une vie publique. Oui. Oui, parce que si on est moindrement sensible, moi, personnellement, je ne pourrais pas faire face à ce genre. Moi, on en a parlé dans une émission précédente sur l'intimidation, mais les gens n'ont aucune idée avec les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont sur Facebook, mais il y a beaucoup de gens sur Twitter. Mais Twitter, c'est épouvantable. Je vais vous donner un exemple. Il y a une émission qui passe en ce moment, un talk show au Québec. Bon, sur Twitter, en direct, les gens sont en train de commenter « Elle fait donc bien dur, check-y les souliers, check-y la tête de cheveux ». Ça commente tout le long de l'émission comme ça. Et il n'y a pas de fil. Ça rit des gens, de l'animateur, des invités. Et ce qu'on n'avait pas avant, les gens pensaient ça dans leur salon, se disaient entre eux. Elle est là la différence aujourd'hui. Hein? Fait que, puis oui, vous allez me dire, les gens ne sont pas obligés de lire ça. Mais même si tu ne veux pas lire ça, il y a toujours des gens qui pensent bien faire en te les envoyant, gosses qui sont en train de dire de toi. Mais c'est ça, ça te tente peut-être pas de le savoir, justement. Une des émissions les plus écoutées au Québec, c'est Tout le monde en parle avec Guy Lepage, puis lui-même avouait que malgré, on le sent que c'est un gars qui est solide et qui semble avoir une carapace
impénétrable, non. Parfois, la critique, ça le touche directement. Et même le Fou du Roi, qui a comme mission première d'avoir cette ouverture-là, cette capacité de recevoir, lui aussi, la critique parfois le perturbe et puis ça peut créer un certain malaise à un certain moment donné. Donc, pas facile de bien évaluer dans quoi on s'embarque lorsqu'on veut simplement pratiquer un métier de communication. Effectivement. Et des fois, tu sais, la réponse facile, c'est de dire « Ah, moi, je ne suis pas ça, ça ne m'atteint pas. » Mais ça atteint tout le monde. À différents degrés, là, mais ça atteint tout le monde. Autre argument, un commentaire de RL, c'est de l'humour. Oui. Si chaque humoriste se faisait poursuivre pour ce qu'ils ont dit, il n'y aurait plus d'humoristes au Québec. C'est un peu vrai. Oui. Il y a différents degrés et tout le long des argumentations que j'ai reçues, on comparait beaucoup à Yvon Deschamps. On disait, ben Yvon Deschamps, il y en a qui disaient il faisait de l'humour intelligent, c'était drôle sans être trop méchant. D'autres disaient, ben il allait loin parfois. J'aime beaucoup Yvon Deschamps. Et jamais, honnêtement, j'ai senti qu'Yvon Deschamps avait vraiment dépassé les limites, que c'était de la haine, que c'était vraiment ridiculiser pour ridiculiser, prendre plaisir. J'ai jamais senti ça chez Disons que le vocabulaire était très différent. Il y allait de façon un peu plus subtile. L'attitude, on dirait la façon de parler. Hein? L'ironie. Ouais. Il passait un message, c'était intéressant, mais sans dépasser une certaine limite. Et un autre que je trouve excellent là-dedans, c'est Martin Matt. On l'aime ou on l'aime pas. Il est très arrogant, il est très fendant, mais sans tomber dans la méchanceté, personnellement, je trouve. Donc, il y a différents degrés, tandis que Mike Ward, ben, il a ses fans, c'est correct. Il peut dire des choses très drôles, tout ça. Mais comme je vous dis, allez voir le sketch du petit Jérémy, c'est beaucoup plus intense que je pensais. Et on a des artistes québécois, des gens du monde des communications qui sont allés directement dans les médias et qui ont écrit aussi dans différents journaux et qui sont allés à la défense de Mike Ward en prétendant que tout simplement, lorsqu'on va voir le spectacle de Mike Ward, on doit s'attendre à un style humoristique particulier, avec une signature particulière, et que si on n'est pas prêt naturellement à faire face à ce genre d'humour-là, de tout simplement pas s'y présenter, mais que pour le type particulier d'humour de Mike Ward, c'est ce à quoi on doit s'attendre. Et je crois que de par tes commentaires tout à l'heure, Jocelyne, tu semblais un peu connaître le style humoristique de Mike Ward. Est-ce que, de ce que tu en connaissais, sans savoir si tu es fan pour autant, tu trouves que par rapport à l'habitude, il avait vraiment dépassé les bornes ou c'est peut-être le seul sketch que tu es allé voir? Là? Je sonde le terrain. Bien, je le connais. Oui. Je ne suis pas amateur, honnêtement. Okay. C'est trop pour moi, là. Et je le savais justement, ce genre d'humour, mais malgré tout, la vidéo m'a surpris. Bon. Je pensais pas que c'était... J'ai lu beaucoup les articles de journaux, puis je me faisais une idée dans ma tête, bon, il arrive du petit Jérémy. Mais quand je l'ai écouté avec les intonations de Mike Ward, avec l'intensité, c'est intense. Un humour trash? Oui, je dirais un humour trash, et je m'attendais pas à ça. Et je comprends la famille d'être très, très blessée par ça, honnêtement. Puis moi, je suis très open du côté humoristique, là, puis je vais être franc avec toi, m'y attendant et avoir attendu les différents commentaires, j'ai carrément pas été le voir, moi. Ben, je t'invite à aller le voir, là. C'est surprenant. Je suis pas certain. Je te laisse le prochain commentaire. Donc, Mike Ward ridiculise tout le monde. F qui nous dit « Je suis triste pour Jérémy, cela va de soi. Mike Ward a fait son travail d'humoriste baveux et méchant. » On va dans le sens de notre conversation. C'est sûr, comme tu dis, les gens qui vont voir Mike Ward, bon, tu t'attends, tu achètes un billet, tu sais quel type d'humour il a. Mais le problème, c'est que ça sort de la salle de spectacle, les réseaux sociaux, ça jase entre eux, ça finit dans les journaux. Et il riait, de ce que j'ai compris, du petit Jérémy sur son site web. Il faisait une espèce de marionnette avec sa tête. Ça va loin, là. Là, c'est Internet, tout le monde a accès à ça. Il semble-t-il que ni Jérémy ni sa famille n'étaient au courant. Ils ont été mis au courant plus tard là, on ridiculisait Jérémy là, dans le spectacle. Ah, c'est surtout au niveau du contrôle du message. Hein?
Ça ne demeure aujourd'hui, à l'époque où on vit, le message ne demeure pas dans la salle de spectacle où ça se passe. Exactement. C'est toujours les réseaux sociaux. C'est exponentiel, hein? C'est multiplié par 10 par 100 avec les réseaux sociaux. Puis imaginez-vous si, lorsque Mack Ward, j'imagine, fait un sketch, il y a une mise en contexte et on a le sketch intégral. Imaginons quelqu'un qui va chercher les extraits les plus salés et puis qu'il lance le message. Voici, il a complètement dérapé. Et en plus de ne pas mettre la mise en contexte, il met le tout. Je ne sais pas, peut-être que ça aurait été pire si tout aurait été mis, mais imaginons là, ce que ça peut donner comme punch. Là. Ça arrive des fois que des blagues d'humoristes sont sorties hors contexte. Oui, c'est ça. Et ça fait des ravages. Oui. Des fois, il y a des contextes. Là, donc, Mais connaissant le style à Mack Ward, là, probablement que le contexte et les phrases qui ont été sorties hors contexte étaient peut-être un peu salées. Là. Effectivement. Alors, un autre commentaire. Fait réfléchir. Pourquoi dramatiser? Je n'ai pas les initiales ici. C'est ED, une OK, erreur pas de de ma problème. part. Je pensais qu'on avait coupé dans l'émission parce qu'on n'a plus de budget. C'est ça. On commence une initiale par émission. Les temps sont durs. Pourquoi dramatiser, les empêcher de dire ce que plusieurs ne peuvent partager car cela fait trop mal? C'est notre réalité. À nous, les personnes qui vivent avec un handicap, peu importe l'handicap. Alors, on sent quelque chose, même un certain vécu dans le commentaire. Hein? Effectivement, c'est une personne qui vit avec un handicap et je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue, de voir comment eux perçoivent ça. C'est sûr que c'est juste une opinion. Donc, c'est sûr que certains humoristes vont parler des personnes handicapées pour faire avancer les choses, pour faire réfléchir, pour être un peu leur porte-parole parce qu'eux n'ont pas de voix. De tribune. De tribune. Oui. Donc, cette personne-là allait dans ce sens-là. C'est que selon elle, Mack Ward voulait traduire la souffrance un peu que vit l'entourage, que, bon, l'enfant, le petit Jérémy, il y a une difformité du crâne et évidemment, il a dû se faire écœurer à l'école avec ça. On sait comment, à l'école, dès que tu es différent, tu te fais écœurer. Donc, dans le fond, il y aurait eu plusieurs degrés au message de Mack Ward, malgré tout. Là. Ça dépend comment tu le prends. C'est là qu'on voit, hein, les gens ne reçoivent pas le message de la même façon. Hein. D'accord. Je ne peux faire autrement en lisant ça, à penser à l'époque. Moi, je suis de l'époque Jean-Marc Parent, disons. Là. Et puis, je ne peux faire autrement que penser à un certain sketch à l'époque qu'il avait fait par rapport à une personne handicapée, où il imitait carrément la personne handicapée en question. Et puis, ça avait choqué certaines personnes, mais par contre, il avait beaucoup axé sur la réalité quotidienne de ces gens-là. Et puis, c'était un sketch mémorable, tant qu'à moi, là, c'est un des sketchs mémorables qu'on a eu au niveau de l'humour au Québec. Les gens, on va le voir plus tard. Ah oui, c'est revu. Les gens l'ont mentionné et ont beaucoup aimé ça. Là. Oui, puis encore là, malgré que les gens ont beaucoup aimé ça, il y avait eu quand même... ça avait fait quand même scandale à l'époque. Là. Il y avait Effectivement, eu des critiques, je me souviens. Et j'irais même jusqu'à dire des critiques aussi fortes là, que ce qu'on a vu par rapport à un sketch qu'on doit dire complètement différent, avec un vocabulaire différent, mais ça avait eu autant d'impact. Oui, je me souviens à l'époque. Hein? Oui. On a à peu près le même âge, hein, je veux dire. Argument contre? Non, on s'en va de l'autre côté. On est encore jeune quand même. Ben Il ne faut pas trop se démoraliser avec ça. On n'a pas le choix, ça va de l'avant, on ne peut pas aller de reculons. Ça. On ne peut pas faire back to the passé. Bon, et en parlant de Back to the Future, as-tu vu sur le net, ils ont souligné le 30e anniversaire, je crois? J'ai vu une espèce de pub Parce que avec... je crois que c'était le 21 octobre 2015 qui revenait dans le film. Oui. Là. Puis le 21 octobre, je crois que Kevin, je pense qu'on était à Québec, nous autres, le 21, c'est ça. Puis là, il y a même une pub Toyota qui est sortie en hommage, j'ai vu la pub avec Doc et Marty. Un beau clin d'œil, hein? Et c'était le fun de le revoir parce qu'évidemment, il est atteint du Parkinson. Oui. Très, très jeune lorsqu'il a développé la maladie. Donc, c'était le fun de le revoir. Oui, en tout cas, c'est vraiment une série de films qui a marqué notre génération. Ah oui, moi, c'est un film culte. C'est un classique. Évidemment. Alors, argument contre, on ne peut se cacher sous le métier d'humoriste pour rire des gens. Je pense pas qu'il y a des gens qui, en tout cas dans les humoristes qu'on voit le plus à la télévision, je pense pas qu'ils sont devenus humoristes pour rire des gens. Ça serait vraiment de la méchanceté de se cacher uniquement là-dessus. Ce ne serait pas la mission première, là. Non, je pense que c'est des gens qui aiment leur métier, tout ça. Mais oui, ça par exemple, il y a des gens
qui vont dire des choses vraiment méchantes sous l'humour, puis ils vont dire « Ben non, c'est une joke, ça, on en connaît tous », qui virent toujours ça en joke, mais ils ont passé leur message pareil, puis le mal est fait, comme on dit. Le c'est une joke ne fait pas en sorte qu'on peut pardonner l'affirmation en tant que telle. Ouais, c'est une joke, c'est pas un passe-partout pour dire n'importe quoi. C'est un peu ça. Très bien dit. Exactement. Ça fait que si quelqu'un vous dit quelque chose, une vacherie, entre guillemets, puis après c'est une joke, puis le c'est une joke passe de travers, c'est peut-être parce que vous avez des raisons que ça passe de travers. Des fois, la joke donne le goût d'avoir une réaction à la bonne Spencer. Là. Une bonne claque en arrière de la tête. Pour ceux qui connaissent la bonne Spencer, là, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le monde du cinéma. Et Terence Hill à l'époque. Notre époque encore. Encore une fois. Et je crois qu'il va y avoir un hommage au début novembre à Cinépop. Hommage à Bud Spencer. Oh, c'est bon. Puis je ne l'ai pas, mais je ne sais pas si toi, as-tu accès à Cinépop? Oui, je vais. Ben abonné. Là, tu m'en donneras des nouvelles. Tu es en train de me parler de K2000 rendu là. Oui, mais là, je t'arrête de te demander, tu ne me l'enregistreras pas, s'il te plaît. Je vais te l'enregistrer. Alors, on y va avec un premier commentaire. Donc, on parle d'un enfant, VL, qui nous dit « J'avais pas pensé à ça, honnêtement. Mike Ward a fait l'erreur d'utiliser un mineur. Donc, il doit aller à l'école tous les jours pendant X années pour son show, ce qui a fait boule de neige. » C'est un argument que je n'avais pas pensé, mais oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que s'il aurait été majeur, c'était plus acceptable, là, à mon point de vue. Mais lorsque c'est des jeunes, il faut faire encore plus attention, je pense. Étant donné qu'on sait la polyvalence, c'est dur. À un moment donné, moi, j'avais failli m'acheter le t-shirt qui disait « J'ai survécu au secondaire ». S'ils font des t-shirts, parce que je ne suis pas toute seule à avoir trouvé ça rough, là. Okay. Donc, déjà, dès que tu n'as même pas besoin des différents au secondaire. Si le monde décide de te prendre de travers, ça va être l'enfer. Donc, si tu es différent en plus, ben là, t'as le jackpot. Là, on va te rentrer dedans. Ça fait que... On s'entend-tu qu'à cet âge-là, on n'a peut-être pas tous les outils pour y faire face. C'est ce qui devient un peu un drame dans le processus. Là. Imagine si on n'est pas capable, rendu à l'âge adulte, qu'est-ce que ça doit être pour une personne là, qui vient de débuter dans la vie. L'adolescence, c'est un monde de changement en soi. Là. C'est dur pour tout le monde. On parle de la crise d'adolescence. On est en crise d'identité. On ne sait pas qui on est, ce qu'on veut faire dans la vie. Et un des gros traits de l'adolescent, là, puis on est tous pareils, c'est qu'on veut faire partie de la gang. Et c'est ce qui amène souvent des adolescents à faire toutes sortes de choses, qu'on dit des erreurs de jeunesse, pour être dans la gang, pour ne pas être rejeté. Donc, tu prends un enfant comme le Jérémy, et puis tu l'humilies à l'école, tu l'isoles du groupe. C'est une des pires souffrances, et même pour un adulte. Et à un moment donné, il y a des chercheurs, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Il y a des chercheurs en psychologie, tout ça, qui ont fait des études. Et ils ont dit que c'est une des pires souffrances d'être rejeté du groupe, de la société, d'une gang, etc. Parce qu'autrefois, dans les hommes des cavernes, là, je suis rendue loin, lorsqu'un... Ça, c'est pas notre époque, ça. Non, là... il y a des limites à tout. Je vais me donner une chance. Avant mon temps, dans les hommes des cavernes, lorsqu'on rejetait quelqu'un pour X, Y, Z raison, c'était sa mort. Parce que les hommes de caverne chassaient en groupe, se réchauffaient en groupe, se protégeaient en groupe. Donc, lorsqu'on rejetait un individu, c'était sa mort. Et ça a l'air que c'est pour ça que c'est tellement ancré que si on se fait rejeter, là, on le ressent vraiment très, très fort. Ou même dans une peine d'amour, on se fait rejeter. Par une famille, on se fait rejeter. Ça a l'air que c'est une des pires souffrances. Et je trouvais ça intéressant, le parallèle avec notre instinct de survie d'homme des cavernes. Je suis porté à être parfaitement d'accord avec ce que tu dis parce que je pense que c'est un combat d'une vie d'essayer de s'intégrer à l'intérieur de la société actuelle. Ouais. Et de s'y sentir à l'aise à tout point de vue. Et à tout point de vue, bien important. Parce qu'on peut s'y sentir à l'aise, mais de là à prétendre que c'est à tout point de vue, je pense que... En tout cas, on l'invite à l'émission, celui-là qui peut prétendre ça. Non, moi, c'est loin d'être ça. J'ai encore mon instinct d'homme des cavernes, moi, ça... Oui, mammouth. J'ai le rejet facile, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, un autre, je pense que dans certains commentaires aussi que tu as partagé avec nous, on l'avait bien ressenti. C'est dans les archives de la programmation de TVCGR. Autre commentaire, inacceptable, un commentaire de VA. Peu importe la situation, personne n'est autorisé à rire ou ridiculiser les gens, pas plus si c'est un humoriste ou moi-même ou encore moins en public. Très bon point de vue.
Ça, c'est mon placoteux numéro 2. Quand je commence un sujet, je tag, j'étiquette le nom de mes placoteux. OK. Je mets leur nom. Là, je leur dis, OK, starte-moi le sujet. C'est pas long que ça me starte le sujet. Puis là, tout le monde embarque. Super. Fait que ça, c'est mon placoteux numéro 2. Bon, c'est un peu les motivateurs de notre Oui, ils interviennent à tous les sujets. Merveilleux. Puis je trouve ça le fun. Félicitations, continuez. Et donc... bon point de vue parce que, bon, honnêtement, oui, je me rallie à ça. On ne devrait pas ridiculiser les gens. Il y a une nuance entre rire, entre faire des jokes, tout ça. Ridiculiser les gens, humilier les gens, là, c'est rendu à un autre niveau. Puis moi, je pense que ça n'a pas sa place. Et j'aime quand il dit « encore moins en public ». Parce que ça fait boule de neige, effectivement. Là, avec les réseaux sociaux maintenant, là, ça va être repris. Ça va dégénérer et ça n'a pas sa place, honnêtement. Là. Moi, je serais porté à avoir peut-être une analyse un peu différente du phénomène au point de vue de la façon avec laquelle on s'y prend pour en arriver à ridiculiser soit la personne, la société ou le monde qui nous entoure. Souvent, on va voir des humoristes, on prenait comme exemple Martin Matt ou j'oublie son nom, là, qu'on avait nommé juste auparavant, qui est un icône au niveau du Québec. Yvon Deschamps, naturellement. Et puis, même des fois, à l'intérieur de spectacles, on va voir l'humoriste à l'avant-scène attaquer une personne directement dans la salle, mais tout en étant toujours, je vais utiliser une expression borderline anglophone, excusez-moi, de rendre, on se dit, mon Dieu, je suis content pas de cette personne-là, mais il est comme, là, il va même aller jusqu'à la fin, la faire monter sur la scène pour la féliciter d'avoir accepté de se faire ridiculiser ou de se faire rire d'elle. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu... Mais on dit, on ne doit pas, mais il y en a qui le font, mais avec un vocabulaire et une approche différente, et ils arrivent quand même à rire de nous et de façon qui fait extrêmement réfléchir et qui pousse le ridicule des fois, pratiquement à un extrême aussi, mais simplement en n'utilisant pas un vocabulaire aussi cru et salé que celui-là de Mike Ward. Donc, est-ce qu'à quelque part, ce ne serait pas dans l'approche qu'on est plus porté à le digérer que plutôt que de dire qu'en tout temps, on ne peut ridiculiser personne sans aucune raison? Je pense que l'approche Mike Ward, bon, il sac beaucoup. C'est ça, moi je pense que c'est... Oui, c'est ça. Ça n'a pas aidé parce que... Parce qu'Yvon Deschamps ridiculisait à la limite les femmes. Oui. Hein, tu te rappelles? Oui. Et c'était... Et ça passait? Oui, mais dit autrement. Sans les 12 apôtres avec tous les saints qui s'y rapportent dans le vocabulaire pour l'apporter, mais c'était carrément... Et tellement qu'on voyait son sourire, hein? On voyait son sourire qu'il savait qu'il venait de dire quelque chose, qu'il attaquait les femmes directement. Je me rappelle de certains catchs tout à fait génial, tant qu'à moi, au niveau du texte et du punch, mais il reste que c'était ça pareil. Là. Mais Yvon Deschamps... aussi, en dehors de son rôle d'humoriste, c'est quelqu'un aussi qui parlait beaucoup il aime beaucoup sa femme. Oui. C'est autant qu'il pouvait les ridiculiser, les femmes sont aussi... Puis on voyait aussi beaucoup l'amour de sa femme. Peut-être pour ça, ça passait mieux. Il ne sacrait pas. C'est ce que je dis, la façon d'amener le sujet. Martin Matt, quand il parle de son frère, au niveau de traumatisme crânien. Excellent exemple. Bon, pourtant, Martin Matt, on rit, là. On rit, puis là, on rit jaune. Puis là, on s'en met à rire, puis là... Puis il joue encore une fois une expression, il joue je ne dirais pas game, mais il joue ce jeu-là carrément. Oui. Et puis, ça passe. Martin Matt, comme son émission qu'il fait, il joue sur les malaises. C'est ce qu'il aime créer, les malaises. Il dit des choses, puis là, tu dis, oh mon Dieu. Enfants, des choses comme ça. Ben oui. C'est ça, ça passe. Ça passe parce que on sent très bien que c'est pas une personne comme ça, tout ça. On dirait qu'il dégage. On dirait qu'on arrive à dissocier. Mike Ward, c'est intense. On dirait en tout cas, moi, j'arrive pas à dissocier ses propos de l'individu. Ça dépasserait notre capacité à dissocier quand on est face à cet humoriste-là. Moi, j'y arrive pas. Ben, c'est ça. Parce que même en entrevue, il fait juste niaiser. Oui. Puis évidemment, je sais bien que dans la vraie vie, il est pas comme ça. Mais j'arrive pas à dissocier. C'est trop intense pour moi, mais c'est mon opinion. C'est peut-être la raison pourquoi on a des... Excusez-moi, c'est peut-être la raison pourquoi il y a des humoristes très connus qui sont allés à sa défense en prétendant justement qu'il a ce style particulier-là. C'est ça. Et on doit peut-être faire preuve un peu plus d'ouverture et d'adaptation par rapport à son... Tu sais, j'ai l'air de quelqu'un qui est en train de le défendre, mais j'essaie d'en faire une analyse un peu plus objective. Parce que je sais qu'il y a des messages, justement, dans les beaux malaises
qui est l'émission qui a remporté plusieurs prix et qui a une cote d'écoute incroyable. Il y a des bouts, là, je vais dire, franchement, là, Ah non, moi, je l'écoute, puis mais il y a des fois là, que je me dis, oh mon Dieu, il vient pas de dire ça. Ça porte pas le nom des beaux malaises pour rien. Là. Exactement, c'est comme à Télétoon la nuit, là, Family Guy, là, qui est comme un penchant des Simpsons en plus trash. Là. Ouais. C'est une émission de malaise. Fait que tu écoutes ça, tu te dis, oh mon Dieu, ils n'ont pas fait une joke là-dessus. Mais on aime ou on n'aime pas. C'est sûr. Donc, McWatch, je comprends qu'il a des fans parce que les goûts sont dans la nature. Mais s'attaquer à un individu, à un enfant, comme ça, c'est intense. C'est intense. De cette façon, tu es rendu à dire, j'ai essayé de le noyer. Tu sais, là, c'est rendu... C'est rendu là où ça fait de lui un humoriste qui sort de l'ordinaire et qui a un style qu'on ne peut l'associer à d'autres humoristes. Des fois, on va dire ces 4-5 humoristes-là sont dans ce style-là. On n'en a pas 4-5 dans ce style-là. Non, McWatch, c'est McWatch. Puis évidemment, je sais que ses propos, il ne pense pas ce qu'il dit. Mais moi, mes oreilles n'étaient pas prêtes à entendre ça. C'est François Mercier qui faisait le gros câble au Canal V. Oui, ça, c'est un autre que... lui, au bye-bye, là, ça avait... tu comprends. Puis j'avais été voir aussi son spectacle carrément. Il était venu à Chandler et puis à un moment donné, il partait sur un gars qui s'était mis à frapper à coups de batte de baseball. Puis là, il y avait un contexte, mais là, il y a des gens qui n'arrivaient pas justement à dissocier ce qu'il y a derrière le message et qui prenaient ça carrément au premier degré. Et lui-même, en entrevue, on a parlé de ce que j'amène là. Et puis, des fois, la perception des gens n'est pas toujours la même que celle qu'on avait initié dans le message qu'on voulait apporter au départ en faisant cette forme d'art-là, qui est un art en soi. Oui, non, c'est sûr. Ça dépend aussi beaucoup de la personnalité. Exemple, moi, j'ai pas énormément d'estime. Quand on va rire de quelqu'un en disant qu'il est laid, moi, ça va plus m'atteindre peut-être qu'un autre qui est solide là-dedans. C'est sûr qu'il y a une question de personnalité. Là. Est-ce que c'est à moi au niveau de « ce n'est pas nécessaire » ? Ah, je te laisse y aller. Je vais y aller. Alors, ce n'est pas nécessaire, un commentaire de PS. Pas besoin de méchanceté pour rire. Bien ça, regarde, je pense que la preuve en a été faite de ça. Donc, exactement. Puis, ce qui fait rire, c'est que ça, c'est ma troisième, mon trio de placoteux. Puis ça, c'est la fille de l'autre. Puis ils s'ostinent tout le temps, puis font exprès de s'ostiner. Ils n'ont jamais la même opinion. OK. Ça fait que ça fait une belle dynamique. Là. Les gens, allez juste, même si vous ne participez pas, allez lire les commentaires, la dynamique. Vous allez avoir du fun parce que c'est très varié. Puis c'est ça, moi, je ne veux pas avoir une opinion en particulier, je veux en avoir plein. Donc, PS qui nous dit « Pas besoin de méchanceté pour rire ». Elle me donnait comme exemple un que j'adore, François Pérusse. François Pérusse, moi, c'est un génie. Oui, c'est vrai. Il fait tout lui-même. Là. Il est dans son sous-sol, puis il fait toutes les tracks de ses CD. C'est incroyable. Puis il rit pas du monde, de quelqu'un en particulier, il rit de la société. Mais c'est un bon exemple d'humour qui est très, très drôle sans être méchant. Je ne veux pas dire qu'il faut éliminer l'humour méchant non plus. Il y a des jokes qui sont drôles, puis, mais ça donne un bon exemple que des fois, surtout dans les jeunes humoristes, t'en vois, on dirait qu'ils sentent qu'il faut absolument qu'ils sacent tout le temps pour que ce soit drôle. Oui. Mais des fois, quand il y a trop de sacs, à un moment donné, c'est plus drôle. Là. Un de temps en temps, ça peut nous faire rire, mais trop, à un moment donné, on dirait qu'on tombe à un autre niveau. Là. C'est drôle, là, tu me dis ça, puis tout de suite, il me vient en mémoire un sketch de I.A. Tremblay, là, c'est quoi son nom? Il anime une émission à Radio-Canada, I.A. Tremblay. Barrette. Michel Barrette. Michel Barrette? Oui. Il y a un sketch, là, du début à la fin, là, il sac. Ah oui, tu sais, voir Michel Barrette sur une scène, puis là, il sac, puis il se donne ça, puis il n'arrête pas. Le sketch, on pourrait l'appeler sacré. Mais je l'ai vu faire le sketch, j'ai vu la réaction du public, puis ça a passé. Puis je t'invite à aller le voir sur le web, je te le dis, là, c'est du début à la fin. Il a exploité cette partie-là, puis c'est incroyable. Tu sais, des fois, quelqu'un qui se tape la tête dans son garage, puis il part, là. Ah ouais, ben, je vais aller le voir. Oui, puis garde, il l'a fait. Donc, des fois, on dit sacré, tatitata, tu sais. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est peut-être que il n'y a pas nécessairement de porte fermée et l'humour, aujourd'hui, est en constante évolution.
Ben oui, puis c'est bien qu'il y en a qu'on soit plus attiré par certains humoristes parce qu'à un moment donné, c'est comme les chanteurs, on peut pas tout aimer les mêmes. Oui. Et oui, j'aime ton commentaire, c'est bon qu'il n'y a pas de porte fermée. Oui, parce que Michel Barrette, on ne s'aurait pas attendu à ça. Est-ce que c'est ça qui est comique? Là, je vais laisser les gens juger par eux-mêmes, même peut-être apporter le lien dans une future émission pour les gens. Moi, mais je te le dis, là, moi, ça m'avait... j'ai pas le choix de rire. Puis je me demande, bon, Michel Barrette, ben, je l'aime bien, puis il est drôle, tout ça. Est-ce qu'un autre humoriste, un jeune qui commence, fait le même sketch, est-ce que c'est aussi drôle? Ça dépend. C'est ce que Mike Ward a exploité, mais à un extrême différent. Il n'y a pas seulement les sacs. Là. Il y va, lui, sur la méchanceté pure et gratuite. Oui, c'est... Vous allez voir, là, ça commence, tu te dis, bon, c'est Mike Ward, mais rendu au milieu, tu te dis, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Boy, ça dérape. Oui, c'est ça. Autre commentaire? Le but n'était pas de faire avancer la cause, contrairement à Jean-Marc Parent. DL qui nous dit, Mike Ward aurait eu un bon contact avec Jérémy, on rirait peut-être encore du numéro. J'aime ce commentaire-là parce que, bon, Jean-Marc Parent, moi, j'ai trouvé ça drôle et ça m'a fait réfléchir parce qu'on savait qu'il était chum. Avec la personne dont il parlait. Martin Matt, quand il parle de son frère qui a subi un accident, je me souviens plus le nom, un traumatisme crânien. Cérébrovasculaire, ça se peut? Traumatisme crânien, oui. Bon, quand il fait ce sketch-là, moi, j'aime ça parce que, bon, il parle de son frère, puis on sait qu'il y a beaucoup de respect pour son frère. Exact. On dirait que là, il y a comme... Mais s'il aurait été sur la scène, Jérémy, avec lui à ce moment-là, quelle aurait été notre approche, notre analyse de la situation? Ou que Jérémy parle dans les médias, c'est drôle, ou... Oui, que lui, il l'aurait pris de façon légère. Est-ce que ça aurait complètement changé la bombe médiatique que c'est devenu? C'est ça, donc c'est le fait, bon, la personne, comme elle dit, on sent qu'il n'y avait pas c'était pas chummy, ces deux-là. Ouais. La façon que ça a été dit aussi. Donc, parce que Jean-Marc Parent, c'est vrai qu'il y en a qui ont été choqués. Il y en a qui sont encore choqués aujourd'hui. Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça brillant de parler des personnes handicapées de cette façon-là pour faire réfléchir, évidemment. Il y a quelque part, ce sont des gens qui font évoluer l'humour au Québec, pour ne pas dire même à l'international à la limite. Oui. Autre commentaire, on doit assumer ses paroles, commentaire de VA. Tu veux rire de n'importe qui, tu te dois d'être conséquent avec ce que tu dis et de faire face aux conséquences qui en suivent s'il y en a. C'est pas juste une question d'humoriste. Bien, dans le fond, c'est ça ce que cette personne-là dit. Bon, il y en a qui veulent franchir la ligne, être sur la limite, OK, mais ça se peut qu'il y ait des conséquences, ça se peut que vous faites poursuivre. C'est sûr qu'on est responsable de ce qu'on dit. Il y a des gens, tu le vois, là, ils s'amusent toujours à être sur la limite. Là. Ils vont s'amuser toujours à franchir ça sur le bord, puis il y en a qui s'amusent de ça. Mais c'est un jeu dangereux. Tu sais, dans la société dans laquelle on vit, il y a les droits de la personne et c'est bien que ça existe. Donc, si la commission juge que Mike Ward doit payer, ben c'est ça. Il n'aura pas le choix de le faire, là, à moins qu'il va en appel. Je ne sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. Mais c'est ça. À vivre dangereusement, il y a des conséquences. Donc... Le dernier commentaire pour cette semaine. Les spectateurs sont aussi à blâmer. PT qui nous dit « Je condamne Mike et aussi les spectateurs tout aussi coupables en riant des supposément jokes de Mike. » Ça arrive des fois qu'on écoute à la télévision des affaires, puis tu ris jaune, tu te dis « Oh boy, tu sais pas si tu dois rire ou pas. » T'es en plein ça. Un rire coupable. Un rire coupable. Oui. Fait qu'à quelque part, qui sommes-nous? Tu sais, ça m'arrive, moi aussi, comme je dis, moi j'écoute Family Guy, je m'en cache pas, j'aime ça, ces petits bonhommes-là, mais il y a des fois, à un moment donné, ils ont ri, ils riaient de Michael J. Fox qui a le Parkinson, ils ont fait une joke là-dessus. Je l'ai pas ri, là, j'ai dit, oh là c'est trop, là, ça a été trop loin, ça fait qu'ils sont toujours eux autres sur la limite, il y en a qui me font rire, mais il y a d'autres affaires, je me dis non, c'est... Mais tu continues à l'écouter. Je l'écoute pareil, je vais continuer à l'écouter. Qu'est-ce que tu fais là, je sais? Mais, tu sais, il y a des choses où, quand il y a un moment donné, ils ont fait une joke sur le 11 septembre. Non, non. J'étais pas à l'aise avec ça, c'était trop. Mais c'est pour dire, à quelque part, il y a peut-être quelque chose de winner là-dedans. Mais il y a 90% des jokes que j'ai trouve drôles parce qu'ils vont rire en général des femmes, des hommes, de la société, etc. Mais il y a 10% que je me dis, oh mon Dieu, ils n'ont pas dit ça. Tu sais, ça arrive. Comme ça peut arriver qu'un humoriste que j'aime beaucoup, à un moment donné, qui fait une joke, elle passe de travers.
Mais je vais aimer l'humoriste pareil si 90% de son travail, j'aime ça. Mais comme Mike Ward, moi, la majorité des jokes qu'il fait, ça me rejoint pas. Ouais, il a un style et une signature tout à fait particulière, d'où le fait que si on ne veut pas y être exposé, ben, simplement ne pas aller voir ses spectacles. Ben exactement, je veux dire... on doit s'y attendre. Il s'en cache pas. Ça, critiquer Mike Ward, si tu l'aimes pas, va pas le voir. Ouais. Moi, c'est comme, moi, des fois, là, je dis souvent, c'est pas de moi, là, mais je trouve ça excellent de chialer après... Tu sais, il y a des gens qui chialent après n'importe quoi. Tu leur dis, ben c'est comme chialer après la télévision, la télécommande dans la main. Tu sais, il y a du monde, là, ils chialent après les émissions, ben change de poste. Ah, c'est déjà un argument qui est apparu, ça, au niveau de la programmation de TVC-GR. Ben, tu sais, à un moment donné, moi... Vous n'êtes pas obligé de l'écouter si vous n'aimez pas ça. Tu sais, sur Twitter, moi, à un moment donné, c'est, ben, les gens savent, je suis les avions, puis les gens, ah, ben, les avions, puis c'est étonnant, puis c'est plate. Ben, j'ai dit, chialer après les avions, c'est comme chialer après l'émission, la télécommande dans la main. Tu sais, en 2 mots, t'es pas obligé de me lire. T'es pas obligé d'aller, tu sais, mais ces gens-là vont venir lire, c'est plus fort qu'eux autres, puis ils vont venir critiquer, puis... Mais il y a des gens comme ça, tu sais, si t'aimes pas Mike Ward, va pas le voir. Mais malgré tout ça, je pense qu'il y a quand même des normes dans la société qu'on ne peut pas dépasser. Je veux dire, Mike Ward, j'ai beau pas l'apprécier comme humoriste, mais puis pas aller voir ses shows, mais je pense que là, il y a une limite avec Jérémy qu'il ne fallait pas franchir. Et il amène des mauvais fans, mais ça demeure des fans quand même, hein? Parlez-en bien, parlez-en mal. D'abord, vous en parlez. Ben, j'ai été voir la page Facebook de Jérémy parce Ouais. qu'il a mis le vidéo. C'est comme ça, je l'ai vu, le vidéo. OK. Et beaucoup de commentaires. « Ah, Jérémy, on est de ton côté, tout ça. » Puis à un moment donné, les fans de Mike Ward ont embarqué. C'était pas beau à lire. Oh boy. Tu sais, parce que je comprends dans un certain sens, ils aiment beaucoup Mike Ward, ils le défendent. Donc, quand on aime quelqu'un, on le défend. C'est ça. Mais à un moment donné, il y a certains qui allaient dans le même sens que Mike Ward, là, qui disaient les mêmes propos. Je dis, oh mon Dieu, tu sais, c'était... J'ai trouvé ça plate, là. La liberté d'expression, ça a un prix, hein? Tu sais, Et des fois, on se demande où on va mettre les limites là-dedans. Faut se dire, le défi de société qu'on a, là. Si Jérémy, c'est notre enfant, c'est notre frère, et que Mike Ward dit ça, comment on réagit face à ça? Est-ce que, tu sais... moi, comme je te dis, moi, ce qui a le plus passé... Quelque part, ça fait-tu partie de la vie publique? C'est-tu ça, la vie publique? Est-ce que, tu sais... Moi, ce qui a le plus passé de travers, c'est qu'il s'acharnait à dire « Coudon, il est pas mort, il est pas tuable, il crève pas, j'ai essayé de le noyer. » Moi, ce bout-là a passé de travers. Ouais, c'est tu sais, il riait de sa tête a ressemblé à ci puis à ça. J'ai pas été voir, mais je m'attendais pas que ça avait été aussi loin que ça. Tu sais, je savais qu'il riait, par exemple, de sa tête. OK, ça, je dis, bon, c'est Mike Ward. J'approuve pas, mais c'est Mike Ward. Mais quand ça a passé sur l'acharnement, « Coudon, il est pas mort », je pensais qu'il allait crever parce qu'il était par le chanteau au pape. Là, je dis, là, c'est plus que noir. Là. Disons que ça fait réfléchir. Oui, ça. Mais ça, c'est moi. Peut-être qu'un autre va regarder ça puis va dire non, mais il a voulu faire réfléchir sur le sort des enfants, souvent, qui meurent en bas âge parce qu'ils ont un handicap. Peut-être que quelqu'un peut le prendre de même. Ouais. Mais moi, je ne suis pas capable de le prendre au 2e degré. C'est pas facile de lire entre les lignes. Hein? Non, moi, ça... On est porté à être complètement frappé par les lignes. Ah non, moi, ça m'a traumatisé. J'ai dit, oh mon Dieu. OK. Mais un autre, peut-être vous allez trouver ça drôle. C'est personnel à chacun. Ça conclut cette émission tout de même assez forte en émotion du pour et le contre. Oui, et merci tout le monde d'interagir. Hein. J'ai un autre sujet qui s'en vient, encore plus de commentaires que celui-ci. Est-ce qu'on peut le partager? Oui, la légalisation du pot avec évidemment On a des bonnes chances, là. L'élection du gouvernement Trudeau. Oui. Donc, les gens se sont sentis interpellés parce que M. Trudeau veut légaliser, c'est comme une promesse électorale. OK. Il veut légaliser la marijuana. Et j'ai mis ce sujet-là, le lendemain des élections, puis c'était frais. Et j'ai 26 pages de commentaires que je vais trier. Bon. Donc, c'est un sujet qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et vous savez, à la maison, maintenant, depuis pratiquement 1 semaine et demie, 2 semaines, la télévision communautaire a une programmation à heure fixe. Oui. Et puis, la beauté de la chose, c'est qu'on a une belle information partagée avec vous en ce qui concerne l'émission Le Pour et le Contre en particulier. Donc, nous sommes à l'horaire plusieurs fois par semaine en reprise. On va parler plus particulièrement de la primeur
tous les vendredis à 8h30. Donc, 20h30 tous les vendredis, la primeur du pour et le contre. Et pour ceux qui n'ont pas accès à la télévision communautaire directement, via le web sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre site Internet au tvcgr.com. Alors, encore une fois, merci pour la réalisation de cette belle émission. C'était très intéressant. J'imagine que ça a fait réfléchir. Moi, ça m'a fait réfléchir. J'imagine que l'émission est accomplie pour vous à la maison aussi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.